Bonjour et bienvenue, Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour. N'effacez pas Gérard Depardieu. 50 personnalités du monde de la culture lancent un appel pour que l'acteur puisse continuer à jouer au cinéma. Parmi les signataires de cette tribune publiée dans le Figaro, Nathalie Baye, Nadine Trintignant, Benoît Poelvoort, Charlotte Rampling ou encore Carla Bruni dénoncent le lynchage qui s'abat sur lui, le torrent de haine qui se déverse sur sa personne au mépris de la présomption d'innocence. Est-ce que vous auriez pu signer cette tribune? Écoutez, Gérard Depardieu a choqué beaucoup de Français avec les propos qui ont été entendus dans l'émission Complément d'enquête, des propos honteux. Pour autant, il est aujourd'hui encore présumé innocent. Il n'a pas été condamné. Donc effectivement, c'est pas aux réseaux sociaux, c'est pas aux médias, c'est pas à certains commentateurs de le condamner, mais c'est à la justice. Et il faut laisser la justice faire son travail. Et en ce sens, c'est vrai que les prises de position à la fois de la ministre de la Culture et aussi du président de la République ont un peu rompu, j'allais dire, la séparation des pouvoirs, ont pris une position dans un sens ou dans un autre. Il faut laisser la justice faire son travail, tout simplement. Cette tribune, vous l'auriez signée ou pas? Je ne sais pas si je l'aurais signée. Moi, ce qui me dérange dans l'affaire Gérard Depardieu, c'est la place qu'elle prend. Ce qui me dérange, c'est qu'on parle plus de Gérard Depardieu, qui est aujourd'hui présumé innocent, que du calvaire de Claire, cette jeune de 26 ans qui a été violée par un Africain sous OQTF. On parle plus de ce cas qui n'a pas été condamné, plutôt que des femmes qui subissent effectivement des violences au quotidien, une insécurité croissante. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de dénoncer une chasse à l'homme, par exemple? Et comme je vous l'ai dit, Emmanuel Macron est sorti un peu de son rôle, il faut bien le dire. Qu'Emmanuel Macron reste à sa place, qu'il laisse la justice faire son travail. Il n'y a pas de lynchage à faire, effectivement, car en France, on a la présomption d'innocence. Gérard Depardieu est présumé innocent, donc laissons la justice faire son travail sereinement. Julien Audoul, cette année, 47 personnes sont mortes à Marseille dans des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. La situation s'aggrave d'année en année. Faut-il envoyer l'armée dans certains quartiers, comme le réclame encore l'adjointe au maire de Marseille, Samia Ghali? Quelle solution est-ce que vous proposez face à cette situation qui s'aggrave donc? Madame Ghali fait de la communication, mais elle l'avait fait il y a 10 ans déjà, où elle avait appelé l'armée à régler le problème des quartiers à Marseille. L'armée, elle est là pour faire la guerre. Et il faut donner déjà des ordres à nos policiers qui font leur travail tout simplement, très très bien, mais il faut surtout que la justice suive. Le problème aujourd'hui dans bon nombre de quartiers, c'est que la justice n'est pas dissuasive, c'est que la justice ne frappe pas, elle ne frappe pas au bon endroit et surtout elle ne frappe pas assez durement. Donc on laisse finalement une économie parallèle se développer, on laisse un climat d'insécurité et on laisse surtout les habitants des quartiers en difficulté. On les laisse abandonnés par d'autres lois que celles Pardon, de la Julien République. Audoul, mais il y a des condamnations extrêmement sévères quand un dealer est interpellé. Il y a des années de prison qui sont prononcées, notamment contre ceux qui sont à la tête de ces réseaux. On ne peut pas dire que, concernant les trafics de stupéfiants, la justice soit laxiste. Vous pensez vraiment que le problème vient de là? Non, mais il y a, si on est tout à fait honnête, il y a effectivement quelques affaires qui sont médiatisées avec des condamnations exemplaires. Pour autant, vous avez énormément de réseaux, énormément de meneurs qui ne sont jamais condamnés ou condamnés tellement faiblement que ça les incite à recommencer. Encore faut-il les interpeller. Encore faut-il les interpeller, mais ce n'est pas un problème de police. Moi, je dis, arrêtons avec cette lubie, avec cette mythologie des effectifs de police. On pourrait avoir 100 000 policiers de plus, 100 000 gendarmes de plus. On pourrait avoir des casernes flambant neuves partout sur le territoire national, que ça ne changerait rien si les dealers et délinquants ne vont jamais en prison. Le véritable problème, à la fois de la police, mais aussi des Français, c'est que la justice ne fait pas son travail, qu'elle est trop lente, qu'elle est trop laxiste, qu'elle n'a pas assez de moyens. Et très clairement, ce n'est pas avec M. Dupond-Moretti que l'on réglera la situation. Concernant les trafics de stupéfiants, 51% des mises en examen ont entre 18 et 21 ans. Qui a failli pour que ces jeunes soient dès le plus jeune âge plongés dans le grand banditisme et donc en marge de la société? Qui est responsable de cette situation? Les responsables sont nos gouvernants depuis 40 ans, il faut bien le dire. Ceux qui n'ont pas voulu traiter le problème, ceux qui ont minimisé cette situation, ceux qui n'ont pas pris les bonnes décisions. J'ajoute, en plus de cette donnée sur l'âge des mis en cause, il y a aussi une responsabilité écrasante de l'immigration dans ces phénomènes. L'immigration est véritablement dans notre pays le carburant de l'insécurité. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, sauf peut-être certains gauchistes extrémistes, mais tout le monde reconnaît que s'attaquer à l'immigration, c'est aussi
lutter contre l'insécurité du quotidien qui pèse sur les Français. Y compris dans le trafic de drogue. Bien sûr, y compris dans le trafic de drogue, c'est une évidence, mais tout le monde le sait. Dans les quartiers, on le sait qu'il y a une économie parallèle qui est nourrie par le communautarisme, et vous avez des passerelles, effectivement, entre l'immigration, l'islamisme, le grand banditisme, la criminalité et aussi la délinquance du quotidien, les incivilités qui pourrissent la vie des Français. On va changer de sujet pour évoquer le maire LR de Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, qui refuse d'octroyer un chèque de Noël à la famille d'un émeutier qui a dégradé un poste de police en juin dernier. Est-ce que vous applaudissez cette décision de ce maire, Les Républicains ? Je comprends tout à fait sa décision. C'est une décision responsable. Et c'est vrai qu'après les émeutes urbaines sauvages que l'on a connues il y a quelques mois, qui ont été inédites de par leur ampleur et surtout de par les dévastations, les dégâts qui ont été causés. Moi, je vois dans la ville de ma circonscription à Sens, un centre social en construction qui a été brûlé pour un coût de 4 300 000 €. 4 300 000 € qui étaient destinés aux habitants du quartier qui sont partis en fumée. Donc oui, il y a un principe de responsabilité. À un moment donné, il y a le principe du casseur-payeur et on ne peut pas, et les Français ne peuvent plus continuer à payer pour des familles qui ne font pas leur boulot, qui n'élèvent mal leurs enfants et qui laissent leurs enfants devenir des menaces pour la société. Donc oui, j'applaudis cette décision. Il faudrait qu'il y en ait d'autres, à la fois sur les logements sociaux, sur les prestations sociales, les prestations familiales. Précisément, cet émeutier de 19 ans qui a été condamné par la justice a dit la chose suivante: ça n'est pas parce que j'ai fait une bêtise que ma mère doit en payer le prix. Est-ce que vous entendez également cet argument ? Oui, c'est l'argument finalement qui consiste à ne rien faire. Moi, je dis qu'il y a un principe de responsabilité et si le maire a pris cette décision, c'est aussi, je pense, parce que... C'est une décision qui va pénaliser également l'ensemble de la famille, ses frères, ses sœurs, qui eux ne sont pas responsables. Mais c'est une décision peut-être qui encouragera cette personne à arrêter de commettre un certain nombre de faits et justement pour respecter sa famille et pour faire en sorte que sa famille ne soit pas pénalisée, puis qui peut-être respectera la loi. C'est un principe que l'on demande à tous les citoyens et les Français n'ont pas à payer pour ces gens-là. Alors l'adoption de la version du projet de loi immigration la semaine dernière a ouvert une crise politique majeure, sans doute la plus importante depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Vous appelez notamment à une dissolution, mais en cas de victoire du RN, c'est Jordan Bardella qui irait à Matignon. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que Marine Le Pen a peur d'exercer le pouvoir ? Non, vous le savez, Marine Le Pen, on peut lui faire beaucoup de procès, mais on ne peut pas lui faire le procès du courage. Marine Le Pen n'a pas peur d'exercer le pouvoir. Sauf que Marine Le Pen ne veut pas gouverner la France. Marine Le Pen veut présider la France. Elle sera notre candidate pour la prochaine échéance présidentielle de 2027. Et effectivement, s'il y avait une dissolution demain ou après-demain, ce serait Jordan Bardella, président du premier parti d'opposition, qui se chargerait de respecter la parole des Français et d'occuper la fonction de Premier ministre. La priorité de Marine Le Pen, ça n'est pas d'appliquer ses idées, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon. Mais elle serait appliquée avec Jordan Bardella. Vous le savez, si les Français nous faisaient confiance, si d'abord il y avait une dissolution, c'est Jordan Bardella qui appliquerait le programme et les propositions de Marine Le Pen et du Rassemblement national. 68% des Français se disent satisfaits du texte dans un sondage du Figaro par jeudi. Vous revendiquez au Rassemblement national une victoire idéologique. Pourquoi cette victoire ne serait-elle pas à mettre au crédit des Républicains ? Parce que vous n'avez rien fait en réalité pour améliorer ce texte-là. Ça n'est pas vous qui êtes à l'origine de ce texte. Ça fait 40 ans qu'on travaille sur les sujets d'immigration. Ça fait 40 ans qu'on a été seul d'ailleurs à parler d'immigration et à prêcher quelquefois dans le désert, à subir les insultes, à subir les quolibets, à subir l'exclusion de ce qu'on appelait à l'époque les partis dits républicains. Nous avons porté ces sujets, nous avons travaillé. Marine Le Pen avait un projet extrêmement construit, notamment lors des 2 dernières élections présidentielles, avec ce fameux référendum qui, j'observe, a été repris par les Républicains. Donc on ne peut pas nous faire ce procès-là. Tous les Français savent que nous sommes les plus crédibles, les plus cohérents et pour le coup les plus courageux. Parce que si des Républicains aiment beaucoup parler d'immigration, de fermeté, de sécurité hors des périodes électorales, quand ils sont aux responsabilités, malheureusement, ils appliquent le programme de la gauche. Mais là, ils ont permis de faire avancer les choses dans le sens qui est le vôtre, en réalité. Nous avons tous, mais effectivement, vous savez, nous avons tous permis de faire avancer les choses. Mais ceux qui ont, j'allais dire, influencé, impulsé ce tournant de fermeté qui est nécessaire, c'est évidemment le Rassemblement national, porté par des millions de Français. Il y a entre 70 et 80% des Français qui ne veulent plus d'immigration, qui en ont assez de l'immigration. Et les principaux défenseurs
de la voix des Français sont évidemment le Rassemblement national. 32 départements dirigés par la gauche ont annoncé leur refus d'appliquer le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est ce qui figure dans cette loi immigration. Est-ce que c'est un acte de résistance ou de sécession? C'est un acte, j'allais dire, bête et méchant. C'est un acte séparatiste. C'est surtout un acte qui n'a aucune chance d'aboutir, puisque sur simple saisine du préfet, le tribunal administratif ira faire voler en éclats les intentions de communication de ces départements. C'est de la communication, uniquement de la communication. Mais bien sûr, quand je vois notamment la maire écologiste de Besançon qui organise une conférence de presse au musée de la résistance et de la déportation pour s'ériger contre la haine, limite contre le fascisme. Mais tout cela est pathétique. C'est pathétique ou indécent, insultant? Mais bien sûr, mais parce que, encore une fois, c'est la loi qui a été votée par les représentants du peuple. C'est la volonté populaire qui s'exprime par cette loi. En quoi ne pourrait pas être appliquée par les collectivités qui sont, encore une fois, responsables de mettre en œuvre les lois de la République et de montrer l'exemple. Donc, excusez-moi, mais les collectivités de gauche sont indécentes dans cette communication. Que dirait-on si des contribuables refusaient de payer l'impôt à telle ou telle collectivité parce que ça ne va pas dans le sens de leurs idées? Encore une fois, la loi s'applique à tous. Alors dans 6 mois, il y aura les élections européennes. Le Rassemblement national occupe de très loin la première place des intentions de vote. Déjà, lors des dernières élections européennes, vous étiez arrivé en tête, mais à quoi cette première place a-t-elle réellement servi? Est-ce que vous n'avez pas vraiment réussi à faire changer les choses au Parlement européen? Alors, on a fait changer beaucoup de choses. Déjà, on porte la voix des Français, une autre voix que celle des technocrates de Bruxelles, de l'Union européenne, de Van der Leyen, du PPE, qui est une voix de dissolution des nations, qui est une voix de perte de souveraineté et de submersion migratoire. Parce qu'au même moment où nous avons d'ailleurs ce débat sur la loi immigration en France, vous avez le pacte de migration qui a été validé à Bruxelles, qui va organiser la submersion de nos pays, qui notamment organise le regroupement familial et qui surtout va organiser la répartition forcée des migrants dans tous les pays de l'Union européenne. C'est à peu près 30 000 migrants par an et par pays. Donc très clairement, les élections européennes ont un rôle majeur et une importance pour éviter la submersion des États européens. Mais si vous arrivez en tête en France, vous serez en mesure, au sein de l'Union européenne, d'inverser cette tendance-là. Nous avons des alliés. Nous avons des alliés mais encore faut-il que ces alliés, eux aussi, arrivent en tête. Bien sûr, mais vous avez aujourd'hui, dans tous les pays européens, vous avez une vague populaire, une vague de nationaux qui est en train de se lever, tout simplement parce que les peuples en ont assez. Les peuples veulent retrouver le contrôle, retrouver la maîtrise de leur destin, et nous comptons bien sur une majorité, justement, de partis nationaux pour faire fléchir les intentions de l'Union européenne et notamment de Van der Leyen. Alors nous sommes le 26 décembre, Julien Odoul, ça ne vous a pas échappé. Est-ce que vous avez souhaité hier un joyeux Noël ou un joyeux hiver à vos proches? Non, moi je souhaite joyeux Noël à tous les Français. Et d'ailleurs j'observe, c'était un moment historique, que le président de la République a aussi souhaité un joyeux Noël. Chose qu'il ne faisait pas depuis le début de son quinquennat. Ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de communes, notamment à Nantes, où on parle d'hiver en fait, et non pas de joyeux Noël. Le mot Noël qui semble disparaître au profit de formules dénuées de connotations religieuses. Est-ce que vous dites c'est anecdotique ou est-ce que vous y voyez la preuve que le wokisme est en train petit à petit de gagner du terrain dans notre pays? Non, ce n'est pas anecdotique. Tout cela, évidemment, est un phénomène profond, de fond. On a envie de pulvériser notre identité, notre patrimoine, ce que nous sommes. Noël appartient à tous les Français. Noël, c'est plus seulement une fête religieuse, c'est une fête culturelle. C'est tout simplement notre identité, nos racines, notre héritage. Il faut le respecter, que l'on soit croyant ou non, comme les crèches de Noël d'ailleurs. J'observe que le maire de Beaucaire, le maire de Perpignan ont été inquiétés parce qu'ils avaient mis des crèches, ça fait partie de notre identité. Donc nous pouvons le dire et le redire, joyeux Noël. Merci beaucoup Julien Odoul, député porte-parole du Rassemblement national, d'être venu ce matin sur Europe.